Ah, bon, alors, ah, voilà. Oui. Jean-Yves Dolbec, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Oh, mais Jean-Yves, on entend beaucoup mieux que Jean-François. Jean-François, redis bonjour, s'il te plaît. Ah, ça fonctionne. Bon, bien. Alors, chers amis, merci d'avoir écouté les intempéries, la mauvaise météo, BFM TV, qui vous a dit qu'attention, c'était le sommet des complotistes de la planète. Alors, je ne sais pas si je suis un complotiste. Moi, je me définis comme un rationnel, pas comme un rationaliste. Et comme quelqu'un de sensé, qui a été confronté à une aventure incroyable dont on va vous parler ce soir, et d'une rencontre fabuleuse, qui a été celle pour moi de Jean-Christophe Dumas. J'ai un petit prologue à faire. Alors, pour vous détendre, je fais passer une revue de presse de ce qui était l'effet Dumas dans les médias propres. Et là, c'est les trolls qui, pour vous détendre, on a capturé des écrans et qui a eu, au moment de l'effet Dumas, une énorme vague de communication contre l'effet Dumas. Mais on va en parler dans la soirée, on a 2 heures à passer ensemble. Jean-Christophe, te donne le micro, pour que tu souhaites la bienvenue à nos amis. Et merci à toi, Jean-Christophe, d'avoir accepté de reprendre le micro après un long silence. Pour écouter nos arguments et pour écouter notre histoire. Ce que j'espère, c'est pas tellement que le message ait de l'importance, c'est que le message soit entendu. Oui, si vous m'entendez. Donc je reformule. Ce que j'espère dans tout ça, c'est que le message soit entendu par vous tous et que vous en parliez de ce procédé pour faire péter avec le monde. Voilà ce que Merci Jean-Christophe. Alors, je me présente, Pierre-Antoine Courouble, je suis un écrivaillon péchois, vaguement correspondant de presse, enseignant. Donc moi j'ai une passion, c'est la transmission. La transmission de ce que je considère être la vérité. La vérité vous rendra libre, est-il écrit quelque part. Mais le poète a dit aussi, cet homme sera exécuté, la vérité. Donc je vous dis cela parce que dans cet ouvrage, je vais vous lire juste un passage. C'est un livre que, si vous le souhaitez vous procurer, Marie-Line, qui est au fond de la salle, pourra vous le mettre à disposition. C'est le premier ouvrage qui a été publié où je relate ma rencontre avec Jean-Christophe Dumas. Et je vais vous lire 2 pages qui vont vous contextualiser ce qu'a été ma rencontre dans son atelier, dans sa grotte. Oui. Ah oui, est-ce que vous pouvez couper les téléphones, s'il vous plaît? C'est gentil, merci. Bien, parce qu'on enregistre, voilà. Il y aura un replay sur Internet. Et il y a même 2 caméras qui filment. Avant que bien des générations ne disparaissent, nos machines seront mises en marche par une force accessible en tout endroit de l'espace, car il y a de l'énergie dans l'univers entier. Dans l'espace, il existe une forme d'énergie libre, infinie, qui permettra à l'humanité de mettre en harmonie ses techniques énergétiques avec les grands rouages de la nature. Cette découverte n'est qu'une question de temps. Nicolas Tesla, 1856-1943. Alors, sur cette conférence, j'ai demandé à Jean-Christophe s'il était d'accord pour que je mette la couverture du livre qui va sortir à la fin de cette année, qui relate l'aventure Dumas sous un angle humain, c'est-à-dire tel que je l'ai vécu avec des amis. Je ne suis pas un scientifique, je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis quelqu'un qui est rationnel et qui a le sens de monsieur tout le monde, donc qui sait quand même comprendre certaines choses, comme Dumas. Et quand je suis passionné pour l'énergie libre avant de rencontrer Jean-Christophe Dumas. Et je suis allé 2 fois aux États-Unis, en 2009 et en 2011, pour rencontrer des chercheurs là-bas, indépendants, qui travaillaient sur le sujet. Et j'ai imaginé un moment dans lequel un personnage aurait mis au point une machine extraordinaire, peu coûteuse, qui permettait à tout à chacun d'accéder au rêve de Nikola Tesla, et en l'occurrence, et donc d'accéder à l'énergie libre, et
Et c'était voilà, l'arme fatale d'une certaine économie, d'une certaine science, peut-être aussi d'un modèle politique. Et puis bon, je suis allé là-bas, je suis revenu, et quelques années plus tard, voilà qui part qu'on me parle d'un olivirus à quelques kilomètres de chez moi à Genève, qui est Jean-Christophe Dumas. Et donc, une amie intermédiaire dit il faut absolument qu'elle voir, bien le rencontrer, et donc je suis allé dans son garage. Et je vous dis tout ça parce qu'il y a un livre qui est sorti de Marcus Mack, qui se souviendra de Philippe, un ouvrage qui raconte exactement le rêve que j'avais en tant qu'auteur, romancier, d'écrire. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, je vais avoir le bonheur d'écrire un livre qui ne sera pas un roman, mais une relation exacte et authentique, d'une aventure humaine, formidable, qui m'a amené à rencontrer des gens superbes, dont Jean-Christophe. Alors, notre fameux Jean-Christophe, voilà ce qui s'est passé quand j'ai franchi la porte de son garage. 2 rampes de lampes halogènes s'étaient allumées, illuminant d'une lumière blanche éclatante le garage qui constituait le sous-bassement du domicile de notre inventeur. Je découvris l'antre du chercheur autodidacte, la grotte de Gissi. Un grand établi, 2 étagères mécaniques bien encombrées, une armoire, une vieille table de cuisine recyclée en plan de travail où s'étalaient pêle-mêle divers outils et appareils de bricolage et d'électricité. Pourquoi tant de lumière? Tu travailles avec des lunettes de soleil habituellement? Non, bien sûr, c'est ce qui est facile. En temps normal, il n'y en a qu'un ou 2 pour jouer allumer. Là, c'est uniquement pour tester le jour. Excusez-moi, my English. Le joule du quoi? Le joule thief, ou voleur de joule en anglais. Tu regarderas sur le web, c'est un dispositif électronique qui permet de rehausser la tension d'une source électrique continue. Le dispositif connu permet à un petit dispositif électronique d'alimenter une ampoule LED de 5 volts à partir d'une pile de 1,5 volts par exemple. Là, je l'ai un peu modifié. Voleur de joule, je suis bien dans une caverne d'Alibaba, pensais-je, en examinant l'étrange dispositif qui alimentait le bloc de multiprise, d'où partaient les câbles qui alimentaient les spots halogènes. Il y avait des fils, un circuit imprimé, des composants électroniques, une grande bobine de fils de cuivre, le tout relié à un wattmètre fixé sur une prise de courant mural. L'appareil affichait 1,7 kW consommé. J'en ai fait un beaucoup plus puissant, poursuivit-il. J'améliore le concept pour l'adapter aux 220 volts, afin d'augmenter la puissance restituée. Tout en l'écoutant, je regardais les rampes de lumière. Il y avait 7 projecteurs, dont chacun crachait 500 watts, d'après le support. Tu es en train de me dire que ton appareil restitue 7 fois 500 watts, c'est-à-dire 3500 watts, en consommant 1700 watts? À peu près, oui. Attends, c'est pas surunité ça. Eh non, mon système permet juste de récupérer les ondes électromagnétiques ambiantes. J'ai installé un capteur d'ondes électromagnétiques qui prend du courant dans l'air ambiant et le réinjecte dans le circuit en convertissant les ondes par un effet d'induction. Rien de révolutionnaire. On reste dans Lavoisier et les lois d'électromagnétisme, ce prototype conclut-il en débranchant l'une des 2 rampes de lumière. J'étais stupéfait. Que JC accorda si peu d'importance à un système innovant qui, pour moi, en jetait plein la vue, au propre que l'on figurait, il s'était rapproché du moteur translucide avec son hélice dans la main. C'est un moteur entièrement en plastique, à haut rendement et à très haute performance que j'ai conçu il y a 3 ans. Il a été testé et validé par l'École supérieure d'ingénieurs de Limoges, qui lui a reconnu ses mérites pour ses caractéristiques de fonctionnement dans des conditions extrêmes, notamment ses capacités de résistance à l'humidité et à la corrosion par le sel. Il le reposa sur l'établi sans d'autres commentaires et désigna la structure en plexiglas sur laquelle était fixé un anneau solaire de 40 cm par 30 cm. Ce panneau solaire alimente un moteur aux caractéristiques comparables. À part l'arbre et les roulements qui sont en inox, toute la structure est également plastique et polyuréthane et peut actionner une pompe. C'est un moteur photovoltaïque en somme. Oui, mais il a un rendement exceptionnel. Il a été calculé en un rendement de 0,11 Nm, un moteur 3 watts en rotation, focalisé maintenant mon attention. Et grâce à l'étanchéité des roulements qui assurent une protection du moteur, cet appareil lui aussi a été conçu pour fonctionner et résister à des conditions La direction générale de battantes. Voilà. Ils ont utilisé ça dans les des sous-marins parce qu'ils avaient des problèmes en faisant les ballasts en fait, de corrosion. Voilà. C'est pour faire ça. Alors, mais on va donner un sou, je pense. Oui, tu vas bien donner un sou. Là, c'est une machine à courant continu, un moteur vache
vitesse dont le rotor est composé de plusieurs aimants. Je l'ai modifié, il a été rebouclé, c'est-à-dire qu'elle fabrique l'énergie qui lui permet de fonctionner. Je coupe la batterie et avec le relais, il continue à fonctionner. Avec un watt consommé, le rotor fait 3 millions de tours. C'est de la surunité ou pas? Pas tout à fait. Disons qu'on s'en approche. Je l'ai laissé brancher sans discontinuer il y a 3 mois et il a tourné sans s'interrompre pendant 41 jours. Un record. Mais la véritable source de la surunité, selon moi, elle se trouve. Et là, il nous sort une boule. Une boule métallique que je voulais vous montrer, puis on a mis ici. Parce que quand même, pour ceux qui n'ont jamais vu, ceux qui veulent la toucher, on va pouvoir la faire circuler. Voilà, une boule. Ce n'est pas exactement celle-là, parce que celle, elle était au stand tout à l'heure, c'est ma demande. Voilà, une boule comme ça. Il me montre ça. Et alors, ça a été le commencement d'une aventure qui a duré des années et qui nous amène aujourd'hui, après de longues années de silence, à venir vous rencontrer. JC me fait une démonstration de cette boule dans ce saladier, exactement celui-là, exactement cette boule. Et puis il me parle qu'il est embarrassé. Il est embarrassé, alors il faut que je vous dise que j'ai fait l'objet de demandes insistantes de personnes pour que je ne cite pas des noms, certains noms, ni certaines sociétés. Donc j'ai dit oui, d'accord. Maintenant, Jean-François Ripois, qui est en ligne, qui a des choses à dire, Jean-Yves Dolbec, qui est un ingénieur électrochimiste, docteur, qui a des choses à dire, diront ce qu'ils ont envie de dire, et toi, je sais pas, même Dieu n'arrive pas à te contrôler, donc tu feras ce que bon te dicte ta conscience. Donc JC me dit, voilà, j'ai été invité par des industriels, un industriel très riche, très grosse fortune, un ministre, très luxueux, pour faire une démonstration du résonateur, donc c'est le nom qu'il donnait à la boule. Et il y avait des ingénieurs électrochimistes, pas n'importe qui, des ingénieurs chez Thales, qui avaient pondu un protocole de test de la boule immergée avec tout un appareillage pour vérifier les choses. Voilà exactement l'appareillage. Et ça s'appelle le test de Nice. Et il y avait un aéropage d'avocats, un cabinet célèbre, qui était sur place de cette zone-là, qui a fait le rapport, qui ont filmé, qui ont rendu ce rapport, et qui concluait aux stupéfactions un rendement surunitaire. Alors moi, j'essaie été embarrassé parce qu'il n'avait plus de nouvelles d'eux. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, tout ce que je peux te proposer, je suis un communicant, je peux écrire, je peux agir sur Internet, je peux faire un article, un livre même, il faut que tu communiques. Si tu crains un peu pour toi, qu'il t'arrive les mêmes déboires que tu as eu avec d'autres inventions, le mettre en open source. C'est ce qui a été fait. Et donc c'est comme ça qu'est né le collectif pour une alternative énergétique, qui est une association qui a vu le jour. Ça ici c'est la boule, celle qui m'a offert ici toujours. Elle m'avait quitté celle-ci. Voilà, ça c'était moi à l'époque j'étais jeune et beau. T'as pas pris une rivière. Là alors, JC avec un des tout premiers collaborateurs sur le résonateur, qui est Antoine Forest. Tu veux peut-être dire un mot sur Antoine Forest? Oui. Oui, parce que Antoine et moi, on avait fondé une société qui s'appelait FD Innovation, Forest Climat Innovation. Et on comptait donc sortir un dessaleur de mer. Et donc Antoine, qui est un type absolument super, pour qui j'ai conservé une amitié immense, s'est fait avoir par un industriel libanais qui s'appelle Safar Iskander, qui a une bretelle de tour sur le vol de Barbosa qui est privé, le voyage en jet privé, qui a essayé de nous piquer l'idée. Donc il a fait mettre FD Innovation en faillite. Et du coup, Antoine va vous raconter la suite. Oui, j'ai rien entendu. Alors, effectivement, avec JC, on va créer une association. Et je lui disais, écoute, cet effet, la seule source scientifique qu'on a sur la surunité, c'est l'effet Casimir. Casimir, pour moi, ça a évoqué des souvenirs d'enfance, un personnage un peu orange. Et puis, bon, là, je découvre un savant qui a démontré la réalité de ce que peut être l'énergie du vide. Ça avait un nom. L'effet Casimir existe.
Et c'est comme ça qu'est né l'effet Dumas, médiatiquement, sur Facebook et dans les médias. Donc, on a organisé, ici on voit Jean-Christophe avec Pierre Rabhi, qui a été un des premiers à donner son soutien à la cause de Jean-Christophe, on peut le dire. Bon, après, voilà, c'est Pierre Rabhi. Et donc, on a organisé une réunion à Joyeuse, en Ardèche, le 7 avril à 19h, 777, et à cette réunion, on faisait une démonstration. Jean-Christophe proposait de communiquer et de partager le secret du résonateur humain. La salle était pleine et ça a été filmé. Vous pouvez trouver l'intégralité de la vidéo sur YouTube. Et à la fin, Jean-Christophe a offert en partage le procédé sur les images. Donc, pour moi, la messe était dite, le procédé était mis en open source, il n'y avait plus rien à reprocher à cette technologie bienveillante, et on pouvait la diffuser librement dans une association qui a donc fonctionné pendant un certain temps. Alors là, je suis en train, dans une conférence, parce que l'association va organiser beaucoup de conférences, en train de montrer le rapport d'expertise du test de Nice. Alors un test qui a été beaucoup décrié, contesté sur Internet. Ce soir, vous allez avoir la primeur de tests qui ont été effectués par le docteur Ripois et par Jean-Yves Balbec, le docteur en chimie, qui va se présenter tout à l'heure, et où ils ont reproduit non pas une fois le test de Nice, mais 54 fois, et dans des conditions nettement plus rigoureuses scientifiquement, et avec des rendements qui sont incontestables scientifiquement. Donc voilà, alors on parle de COP supérieur à 1 quand on a un rendement qui est supérieur à 100%. Il faut savoir qu'une résistance, c'est au grand maximum, ça s'approche de 100, et encore c'est rare. Si je peux intervenir là-dessus. Quand tu peux. Alors, pour vous dire ce qu'on a fait, on a établi en fait l'appareil avec une résistance. Donc une résistance qui est connue pour être 100% de rendement. Et 100% de rendement, si on a un résultat supérieur à la résistance, forcément, on peut partir du principe que c'est ce résultat. C'est ce résultat-là qu'on va vous présenter en fait. Puisque la chaleur est une perte, toutes les pertes de l'effet jour, c'est aussi toute forme de chaleur. Voilà. Merci Jean-Christophe. Tout à l'heure, Jean-François Ripois et Jean-Yves Balbec complèteront ce propos avec un langage scientifique. Alors, sur Internet, plusieurs filtres-feux vont être allumés. On va citer Peter Davey. Alors, Peter Davey est un ancien pilote de l'Armée Air Force en Nouvelle-Zélande de tout ce monde, qui avait mis au point une boule qui rappelle un peu le climat, sauf que ce n'était pas du tout la même logique. Lui pensait que la boule vibrait, l'effet du courant, et que c'était la vibration sonore qui avait pour effet de chauffer l'eau. Ce n'est pas du tout l'esprit de la résonateur d'Humain. Jean-Christophe expliquera mieux tout à l'heure pourquoi il en retourne au niveau scientifique. Alors donc, on va organiser dans le cadre de l'association des ateliers, des rencontres de terrain. On va développer des ateliers de fabrication de boules, tout simplement, artisanaux, dans des caves, dans des garages, dans des salons, avec des tas de techniques de recherche. On est vraiment dans la recherche, l'expérimentation. Et là, ici, c'est un poêle à eau en construction. Voilà, on est vraiment dans un... Moi, j'appelle cette période, que j'aime beaucoup personnellement, la période forêt de Sherwood. C'est-à-dire où on se retrouve dans le maquis ardéchois pour essayer de créer de nouvelles lignes, voilà, de nouvelles technologies de rupture. Donc là, c'est dans un des salons. Voilà, on est au point de la bombe. Alors l'équipe d'Humain, à l'origine du collectif, la même équipe un peu plus tard, et puis là une équipe assez récente, où l'on voit sur cette photo Jean-François Ripois, qui est à côté de Jean-Christophe. Alors, avant de commenter cette photo, au niveau de cette période qui a été surnommée Forêt de Sherwood, ça a fonctionné pendant 2 ans, 3 ans, et c'est vrai que quand même assez rapidement, on a été confronté à des limites. C'est-à-dire qu'à la limite,
en étant dans ce fonctionnement-là marginal, ça arrangeait bien certains. Parce que bon, voilà, on était les univerbus de la Cévennes, qui faisaient des muses avec de l'eau et du boule. Et Jean-Christophe a eu l'intuition. Jean-Christophe, c'est quelqu'un qui a une puissante intuition. Et j'ai toujours dit, par rapport à lui, il était peut-être commis des erreurs dans sa présentation des choses, au niveau du résonateur, mais il a pointé du doigt une lune, qui était plus qu'une lune, qui était une lune soleil, qui aurait dû faire réfléchir ceux qui avaient quelque chose entre les oreilles, y compris parmi les scientifiques. Mais on a voulu démolir Jean-Christophe, on l'a critiqué, on l'a moqué, vous avez vu tout à l'heure toutes les joyeusetés qui se livraient sur Internet, et y compris dans la communauté scientifique, c'était pas bien vu de s'intéresser à la chose. Et c'est pour ça que je tiens à saluer un certain nombre de scientifiques qui ont eu le courage de se pencher dessus. Pierre Basselon, qui est de ce monde, dont Jean-François Lecoy dira quelques mots pour rendre hommage, Jean-Yves Delbecq, que je présentais tout à l'heure, et puis d'autres, l'université en Israël, des entreprises, des acteurs économiques, ont fait des recherches qui n'auraient jamais pu être abouties si on était resté dans la forêt de Cherbourg. Donc Jean-Christophe a pris une orientation sur laquelle moi j'étais au départ très d'accord, objectif. J'ai dit non, restons comme on est avant, et finalement je suis bien obligé d'acter que par les choix qui ont été les siens, il y a eu de considérables avancées sur cette affaire, au point qu'il y a aujourd'hui 4 brevets. Voilà, 4 brevets. Alors, parce que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les idéologues politiques, les idéologues scientifiques, rejettent l'idée de sublimité. C'est un peu le diable dans le couvent du scientisme, de la science, de la sublimité, et je dirais même du capitalisme. Parce que, rendez-vous compte, si demain l'énergie est gratuite et généralisée et non polluante, mais qui va payer? Oui, bon, c'est sympa. Donc, et on me l'a dit moult fois, d'ailleurs les brevets ont été intelligemment déposés, ils ne font jamais référence à la sublimité. Ils disent des études des propriétés exotiques de la résistance ohmique de l'eau. Et pour dire qu'avant, tout ce qui est avant, Jean-Christophe Dumas, non, mais c'est ça pas rapport. Alors bon, on est au seuil d'une évolution de cette affaire, d'autres vont s'y exprimer tout bientôt. Donc là, justement, par rapport à des entreprises privées qui ont fait des recherches très sérieuses, qui ont impliqué le CEA, qui ont impliqué le CNRS, c'était un élément marquant dans les démarches, notamment que Jean-Christophe et Jean-François, avec opiniâtreté, pendant des années, persévéré à contacter ces scientifiques pour leur dire écoutez, on est prêt à payer, mais aidez-nous à investiguer. Dès qu'on allait sur des terrains qui s'estimaient contraires à leurs croyances, les portes se fermaient. Mais les industriels, eux, ils ont mis un diable ni un dieu. Ils croient que dans l'argent, et par les temps qui courent, si on trouve des solutions pour le mix énergétique, comme on dit maintenant, pour changer le mix énergétique, pourquoi pas? Et donc, il semblerait que les choses bougent. Donc là, Jean-Christophe, si tu peux commenter ces photos qui sont... Alors, la photo qu'on vous présente, c'est une thermographie infrarouge du résonateur à la première seconde de fonctionnement. Donc, vous avez un gradient de température, et vous pouvez constater en fait sur cette photo que le gradient de température est instantanément à 100 degrés à la première seconde d'allumage. C'est le seul procédé au monde qui obtient ce résultat. Donc là, c'est au bout de 10 secondes de fonctionnement, c'est à peu près ce que ça donne avec le gradient de température. Donc là, on se rend compte que vers les extérieurs, bon, c'est sûr que c'est un écran géant, donc c'est pas très fidèle par rapport aux photos de précision que nous on a. Mais on voit que les gradients de température sont en bleu, et la légende, en fait, elle nous indique qu'on aurait déjà une expulsion de chaleur aux alentours de 30 degrés. On voit ce que ça veut dire. Donc il y a quelque chose qui se passe, il y a un effet physique. Merci Jean-Christophe. Alors, on continue. Et là, je repasse le micro. Là, je ne sais même pas pourquoi tu me l'as pris. Alors, ça, c'est une photo au microscope électronique. Alors, vous allez le voir tout à l'heure, on va vous passer un documentaire sur la croix de pistolet qui utilise des bulles de cavitation pour chasser. Tu le veux maintenant? Aussitôt après. Donc, cette photo, elle a été prise sur la paroi interne d'un résonateur par deux scientifiques, donc
Jean-Yves Dolbeck et Jean-François Ripoll. Et ils ont grossi plusieurs centaines de fois jusqu'à obtenir des preuves de cratérisation sur le métal. Comme ce sont des bulles microscopiques, les impacts sont microscopiques. Mais on se rend compte que la surface du métal est altérée, on le constate là, tout en haut et plus haut. Donc il y a vraiment des impacts et un arrachage du métal. Et à la fin de l'expérience, on retrouve au fond du bocal des paillettes de métal. Donc il y a bien une force mécanique qui a arraché du métal de la paroi. Et maintenant, cette force mécanique, on l'a identifiée, on va vous montrer ce que c'est. Vas-y. Alors, on va mettre la vidéo. Je vais garder le... Crustacé d'environ 2,5 cm, est équipé d'une pince spéciale. Celle-ci mesure la moitié de son corps et peut être qualifiée, sans exagérer, d'artillerie lourde. Dans cet univers sauvage que sont les fonds marins, une crevette pistolet affamée a tant tapi dans son trot qu'une proie parvienne à sa portée. Cette fois, c'est un crabe. Il ne se doute de rien. Derrière lui, l'assaillante se glisse hors de sa cachette et s'approche sans bruit. En à peine 3 centièmes de seconde, c'est fini. Le crustacé referme sa pince si vite qu'il projette une bulle brûlante à près de 100 km/h. L'onde de choc produite est comparable à celle d'une arme à feu. Mais ici, la bulle implose et approche, l'espace d'un instant, les 4500 degrés. Autant qu'à la surface du Soleil. Le choc retentit à 218 décibels. Un bruit aussi assourdissant que le bang sonique d'un avion de chasse. Avec une telle puissance concentrée dans un seul et unique appendice, une petite proie comme cette grande crevette nettoyeuse n'avait aucune chance. Elle a été instantanément neutralisée par l'onde de choc. Et personne ne l'a jamais revue. La crevette morante, qui est vraiment, elle est célèbre, super crevette entre guillemets, parce que justement elle a des performances assez incroyables. On l'appelle la squid en français, mantis shrimp en anglais. C'est une crevette qui peut faire entre 10 et 40 cm, il y en a 400 espèces dans le monde, qui a des petits marteaux pour attaquer ses proies. Et ces marteaux, elle peut effectivement leur donner 1500 newtons de force instantanément. 1500 newtons, c'est monstrueux. Ça forme une onde de choc sous l'eau qui tue les poissons autour d'elle. Donc oui, super crevette, pêche à la dynamite. Si moi je donnais cette force à une balle de baseball, je la mettrais en orbite basse. Donc c'est vraiment un cas rare dans la nature, évidemment. Alors elle peut briser des aquariums, tellement ça va vite. C'est comparable à une balle de 22, donc une balle de fusil d'assaut. Le calibre 22, c'est le calibre du FAMAS, par exemple. Et cette crevette également, elle fait des étincelles. Quand elle envoie son marteau, ça va tellement vite qu'elle fait des étincelles qu'on appelle de sonoluminescence. Donc ce sont des étincelles qui se forment sous l'eau. On a mesuré leur température. 22 000 degrés Celsius, enfin 22 000 Kelvin précisément, c'est la température au-dessus de la surface du Soleil. C'est complètement dingue. Voilà. Donc ensuite, on a fait beaucoup d'expériences, beaucoup d'expériences pour essayer de démontrer la réalité de ce procédé. Et puis pour essayer d'imposer ça au niveau énergétique, parce qu'on traverse une crise de l'énergie qui est terrible. On vit la fin des énergies fossiles. On vit une transformation du monde comme jamais on a connu de notre vivant. Est-ce qu'on va vivre cette transformation avec des idées qui sont anciennes? Non, je crois pas. Maintenant, il faut des idées nouvelles. Et même si elles ne sont pas parfaites, je veux dire, moi je suis qu'un explorateur qui débroussaille à la machette. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, mais j'essaie de tourner ça de façon positive pour qu'au moins il y ait de l'espoir dans tout ça. Voilà, Alors, ici, on voit une photo qui a été prise en Israël. Voilà, parce qu'ils ont eu, par des contacts intermédiaires, toujours pareil, connaissance de l'affaire, et ils ont rendu un rapport qui concluait très clairement à une présence de ce unité. Donc ils ont réalisé tout un long test avec, en fait ils ont mesuré des flux calorifiques de chaleur qui sont constants sur une vingtaine de minutes environ. Et ils se sont rendus compte qu'à puissance constante, ça confirmait le test de Nice, donc on avait un excédent d'énergie aux alentours de 115%, entre 115 et 120. C'est variable, ça peut être plus ou moins selon les... Il y a aussi dans l'eau, il y a des effets de latence. Donc la température qu'on mesure à un moment a peut-être été émise quelques secondes auparavant.
Donc c'est pas tout à fait juste au niveau du timing, par contre au niveau de la masse d'énergie mesurée, c'est imparable. Et alors bon, le reproche qui leur a été fait, c'est qu'ils ont arrêté le process à un moment où ça devenait très intéressant. Ils ont reçu des instructions. J'ai eu un physicien russe qui était dans ce laboratoire, donc sur Skype. Et ils m'ont dit donc qu'ils avaient des instructions pour arrêter ce type d'expérience, donc ils sont tous mis au courant. Alors, autre conséquence de la nouvelle politique de communication de l'équipe Jean-Christophe Dumas, il va y avoir l'application du CEA. Le CEA va mettre sur un banc de test, ça c'est une fonction du CEA, le résonateur, et ils vont proposer à une entreprise privée, que je ne nommerai pas, un accord de confidentialité pour, alors sur 15 ans. Oui, c'était ça la peine de mort. Hein. Impliquant des laboratoires de plusieurs universités, de Marseille. En fait, c'est tout un réseau de laboratoires entre les universités, le CNRS, le CEA. Ils fonctionnent tous ensemble. Voilà. C'est comme pour les vaccins, c'est pareil. Alors, moi, qui suis béotien, ce qui me surprenait, c'était que une invention sans intérêt d'un obscur bricoleur ardéchois puisse légitimer une implication à un tel niveau d'un institut, Marcoule, le CEA, avec un engagement sur des contrats, avec messagerie cryptée, c'est marqué dans le document. Ah oui, vous installez un système de messagerie cryptée. C'est l'équipe du professeur Sergei Nikitenko, je le cite parce que je n'ai pas spécialement apprécié ce qu'ils avaient fait. Bon, moi je ne connais pas. Et donc, ils ont essayé, l'appareil que vous avez vu tout à l'heure, ça s'appelle un cryostat. Donc, ils ont essayé pour mesurer la performance de l'appareil de refroidir. Avec un cryostat qui est un appareil qui leur permet en fait de descendre la température du montage. Et ils n'y sont pas arrivés. Ils n'ont pas réussi à refroidir la boule avec le cryostat. C'est logique puisqu'ils ont des bulles à 4000 degrés. Seulement, ils n'ont pas pu le reconnaître. Mais ils ont quand même fait une spectrométrie de masse. Et on note dans cette spectrométrie de masse des choses très intéressantes. Moi, je ne suis pas très spécialisé en chimie. Par contre, j'ai quand même quelques connaissances. Et dans cette spectrométrie de masse, on voit une disparition du signal oxygène. Donc, qu'est-ce que devient l'oxygène? Ça, c'est la grande question des tests de Marcoule. Ok. Alors là, on voit qu'on va avoir des conférences à droite, à gauche, dans différentes villes, à Bourges, à Lyon, à Montpellier, où on présente, on fait la démonstration même de la boule. Et à côté de ça, on va même organiser des journées d'été d'énergie libre en Ardèche. Ça, c'est un lancement de clip, n'aurait pas dû la mettre. Alors, bah si, puisque maintenant il est d'accord pour moi, on te voit en photo, Jean-François et toi, parce que donc maintenant tu nous autorises à mettre la photo à côté de Jean-Christophe. Et donc, alors là, je vais pouvoir donner le micro à Jean-François. Ah oui, là, on va Oui, Jean-François qui parce que donc, vous avez compris que médiatiquement, officiellement, d'un point de vue universitaire, les FILMA, propos, circuler, il n'y a rien à voir. Mais des entreprises économiques, partenaires d'EDF, vont mettre des moyens pour investiguer. Et puis, curieusement, je trouve dans la presse, en Normandie, cet article qui fait allusion à une entreprise qui se déplaçait, qui revenait de Chine en France, et je vois, regardez, en marge de leur métier de base, les deux créateurs de cette entreprise partagent la même passion pour la recherche et le développement. Un goût mis à profit pendant le confinement qui leur a permis de déposer le brevet d'un réacteur électrochimique qu'ils annoncent révolutionnaire. Écoutez la suite, son pesant de cacahuètes sur unitaire. Auto-alimenté en énergie, ce réacteur permettrait de traiter les effluents de l'industrie, de dégrader un certain nombre de molécules, tout en produisant de l'énergie. Ils ajoutent, c'est éloigné de notre métier de base, mais on a trouvé quelque chose, un phénomène rare, estime la personne interviewée. C'est public, c'est sur Internet, je ne divulgue rien. C'est quoi auto-alimenter en énergie qui permet de traiter et de dégrader un certain nombre de molécules tout en produisant de l'énergie? Ça ressemble beaucoup à de la survie, je me trompe. Est-ce que notre ami Jean-François Ricois est en ligne et peut commenter ce qu'il a envie de dire sur ce passage de l'aventure Dumas? Tu m'entends, Jean-François? Très bien. Cette entreprise, j'étais en contact avec elle depuis 2017 et avec leur patron, qui est
Peux-tu dire 2 mots sur Pierre Vasselon? Oui, Pierre, c'est quelqu'un qui m'a rencontré, qui m'a dit plutôt avoir rencontré, qui s'est manifesté au plateau 1 ou 2 ans avant qu'on C'est lui. allait le voir, avec évidemment, pourtant Pierre Vasselon, c'est un universitaire, un maître de conférence, qui enseignait de licence. Et donc, on se contacte avec lui quand on a eu pas mal d'éléments. Et Pierre, avec qui on a discuté longuement, j'ai mis 2 mois à convaincre, papier extrêmement en main, qui a tout appris, qu'il se passait effectivement quelque chose qui a été intéressé sur le plan scientifique qu'elle pouvait faire. Et donc, au bout de mois, il a fini par être convaincu de ce qui se passait sur le papier et des dépenses qu'il n'avait pas faites, c'est passé quelque chose. Donc, on a rencontré Pierre, on cherchait un pétromètre masse pour mettre en évidence une transportation qui se produisait d'après les cours qui avait été faite par un laboratoire du commissaire académique. Il y avait des anomalies de masse, à savoir que le rapport sécurité, c'est-à-dire le braquage de notre jour pour ces rapports de points, et puis le pétromètre qui montrait l'anomalie à ce niveau-là, le rapport était plutôt public. Interférence horaire, c'est pas. Mais on a besoin d'un test comme ça pour mettre en évidence la synthèse au corps. Et donc, on va droit au but. C'est comme ça que j'ai rencontré cette entreprise avec qui nous avons collaboré par la suite. J'ai mis très longtemps avant de trouver un intérêt. Et finalement, ils ont convaincu de cet intérêt. Et on s'est mis à vraiment expliquer la chose avec leurs moyens, et puis avec nos connaissances. Donc c'est comme ça que cette entreprise a déposé un brevet. Un brevet monde. Un brevet monde. Malheureusement, je ne sais pas si vous me dites, les pièces provisoires ou le brevet. Là, en Suisse, on va peut-être quand même mettre. Mais je me dis que sans le travail de collectif national d'une scientifique collaboration qu'on a faite, il n'aurait rien déposé du tout. Ok. Bon, l'affaire est en cours, au niveau, on va dire, procédural. Affaire à suivre, comme on dit. As-tu autre chose à ajouter? On va continuer, et puis quand tu as besoin, tu te manifestes? Est-ce qu'on a contacté des gens sérieux, par exemple, je peux en parler? Oui, vas-y. Oui. Alors, donc, ça n'avançait pas, on avait des touches un petit peu, des touches, c'était les gens qui étaient intéressés, mais finalement, on arrive vraiment à trouver des coopérations pour essayer de mettre tout ça en lumière, ça encore fort, mais au moins, c'est des prestations offertes. Moi, je suis un praticien, en pratique, ce qui m'intéresse, c'est que fallait que je sache. Et donc, j'ai écrit à la faculté d'Orsay, Paris 11, j'ai écrit en mettant des cours qui étaient dans cette place qui avait fait cela, plus certains éléments qu'on avait pris au cours avec Pierre Vasselon, et nous avons été reçus très longtemps d'ailleurs par le directeur du département de chimie de la faculté de sciences d'Orsay. Donc nous étions pris au sérieux. Là, cette fois, nous étions vraiment pris au sérieux. Nous avons échangé, nous avons parlé, et l'idée était que dans un groupe de prestation, parce que les recherches, et donc nous avons envoyé un devis pour une demande de devis pour tirer au cœur la préparation des masses au express pour l'indiquer qu'il y avait une. Ok. Malheureusement, la réponse était la petite. Ok. Excuse-moi de t'interrompre, Jean-François. Donc il y a eu la faculté d'Orsay, le CNRS. Il y a eu aussi une école d'ingénieurs à Belfort, je crois. Ils ont mis une papier parce que
et qu'à chaque fois, bizarrement, il arrive un moment où il n'y a pas de suite. Voilà, c'est Et ça. que finalement, les seuls qui ont donné la suite, c'est ceux qui ont une motivation qui est liée à l'intérêt. Voilà. Ok. Merci Jean-François. Tu peux rester en ligne. On continue et on va bientôt passer le micro à Jean-Yves. Donc voilà Jean-Yves Dolbec. Jean-Yves, on voit ta photo à l'écran. Alors, Jean-Yves, est-ce que tu peux juste rapidement te présenter s'il te plaît? Alors bon, je m'appelle Jean-Yves Dolbec, j'ai 58 ans. Je suis ingénieur électrochimiste et docteur en chimie macromoléculaire. Donc déjà, voilà. Bon, aujourd'hui, je ne travaille pas dans la recherche, mais j'ai toujours poursuivi mes recherches en analyse sur, notamment, je fais beaucoup de simulation de phénomènes scientifiques, simulation moléculaire dynamique. Et récemment, je me suis intéressé à différents phénomènes sur l'eau. Et j'ai connaissance de différentes recherches modernes qui ont été faites sur l'eau, qui remettent en question pas mal de choses au niveau de connaissances à propos de ce précieux liquide. Donc, c'est ainsi que j'ai pris connaissance de l'effet humain dans mes recherches sur Internet. Donc j'ai contacté Jean-Christophe Dumas très rapidement, parce que je trouvais son procédé très astucieux en tant qu'électrochimiste. L'électrolyse de l'eau est faite sous une tension bien supérieure à celle qui est nécessaire pour faire des électrolyses. Ça m'a interpellé. Et ensuite, j'ai pensé que dans le phénomène, il y avait des choses qui étaient autres, des phénomènes de transfert énergétique de nature quantique. Et Jean-Christophe me dit, ben oui, nous on a pensé aussi à la gravitation. Donc c'est un objet qui a le résonateur qui recouvre plusieurs phénomènes scientifiques en lui-même. Et qui est assez complexe à étudier. Et je me suis lancé avec passion dans cette étude janvier 2019. Je faisais ainsi plusieurs expériences pour essayer d'apporter une preuve irréfutable des propriétés sur une sphère, notamment du résonateur. Ok. Alors écoute Jean-Yves, ce que je te propose là, parce qu'on a le diaporama sous les yeux des expériences que tu as menées, est-ce que tu peux, en langage court et synthétique, langage d'instituteur par exemple, nous commenter le premier tableau, mesure de performance du résonateur alimenté par un courant alternatif de haute fréquence? Alors oui, donc ça c'est des mesures que j'ai faites récemment, parce que bon, voilà, la question se posait de trouver une alimentation générateur à fréquence, qui est un point alternatif en haute fréquence, et de puissance. Et ça, c'est très cher, donc on a essayé de fabriquer quelque chose nous-mêmes, un petit générateur qui pourrait faire des expériences avec la fréquence, puisque c'est des expériences-là qui nous ont interpellés, puisque la surunité du résonateur semblait augmenter avec la fréquence. Oui, à ce propos, je me permets juste de faire un intermède. Jean-Christophe, avec l'entreprise pour laquelle il avait été initialement recruté, avait été témoin d'une variation du COP. Et je vais te donner le micro là-dessus et je reviens vers toi après, Jean. Oui, alors ce qu'on avait fait dans les laboratoires de la Sofiba, en fait, on avait testé la boule avec un générateur de fréquence. Donc on avait changé la nature du signal électrique. Donc on avait essayé en 1200 Hz le signal sinusoïdal. Et là, on avait obtenu dans les 180% de rendement. Donc on se rendait compte que la courbe était exponentielle. Aujourd'hui, dans certains laboratoires, j'ai entendu parler de rendement x10. Donc, le 6 juin, il y a des partenaires à moi qui sont invités pour assister à une présentation de la boule avec un rendement x10, avec un générateur de fréquence. Bon, il faut savoir que j'avais recommandé cette expérience dès 2015 dans une vidéo. Et comme je n'avais pas accès à ce matériel qui est très cher et très compliqué à obtenir, parce que si on veut monter dans les fréquences à 1200 Hz, c'est un appareil qui fait 40 kg. C'est un appareil énorme. Et nous, on a réussi à monter dans ces fréquences donc, et à trouver ce rendement. Et de là,
c'est de là que la Sofiva a déposé son brevet mondial. Voilà. Brevet France. Et brevet mondial. Ouais. Alors, d'ailleurs, Jean-François, qui est en ligne, toi, tu as été témoin d'un COP 10, tu peux dire un mot si tu veux. Oui, alors, l'entreprise était très intéressée par le côté production d'énergie, c'était plus intéressé par la mobilité électronique. Et au passage, donc, justement, la coopération d'une entreprise pour faire des mesures, et lors de cette expérience, j'assistais effectivement. Ok. Et donc, il a constaté qu'il évaporait 1 demi-gramme d'eau par seconde en consommant moins de 57 watts. L'ingénieur qui était bien sûr de la Chine, il m'a dit qu'il était sûr, il dit ah bon, parce qu'à ce moment-là, sa pompe par centaine de machine, elle fait 29%, donc elle consomme moins de 57 watts, 50 par jour. Et oui, on est en train d'approuver 20 mg par seconde, c'est-à-dire à peu près 10 joules. Donc par seconde, 10 watts. Et on a fait moins de 60 watts de consommés, et on évaporait 10 watts. Donc on a fait un coefficient de performance qui était de l'ordre de 15 à 20. Ça, j'étais présent lors des essais. Donc nos essais ont eu lieu. Voilà. Et donc de cet ordre-là. Merci, Jean-François. Je me retourne vers toi, Jean-Yves. Oui. Alors voilà, j'ai sur mon ordinateur, j'ai des tableaux. Donc, ce sont, alors moi, voilà, donc j'en étais donc à ce stade généralement la plus force qu'on pouvait se faire faire. Et bon, alors, ça n'a pas été finalement des choses faciles parce que, bon, c'est un projet électronique. Moi, Alors là, j'ai mis la photo où on voit le montage que tu as fait et des composantes. Voilà, donc effectivement, moi, je fais de cuisine, donc il y a quand même une annonce de précision, c'est pour les bases, il y a une législation politique, même des choses pour être bon, il y a oscilloscope et pour être, bon, c'est un matériel assez simple, et donc, il y a ce fameux montage que j'ai réalisé à partir d'un pont H qui est stocké par un petit illustrateur qui permet de carrer de fréquence et de pont H et d'amplifier jusqu'à un peu de puissance. Alors, on n'a pas pu, je n'ai pas su réaliser un pont H parfait, j'ai réalisé un pont H qui reste simplifié, qui ne permet pas de travailler à une très grande puissance. Et avant cette étude, j'ai quand même quelque chose. Moi, je suis curieux, j'ai voulu tracer les caractéristiques du résonnateur dans de l'eau qui gagne. Comme on trace la caractéristique de l'incidence dans trois évaluations. Et c'est là que je me suis aperçu que c'est quand même extraordinaire. Le résonnateur, qui se comporte un peu comme un transistor ou comme il va de Tesla je dirais en fluide, en hydraulique. C'est-à-dire, on a une partie linéaire à basse tension, la densité aux quantités en basse tension. Et ensuite, on a une partie horizontale, au moment où il commence à y avoir des positions dans l'ordinateur, la densité est indépendante de la tension absolue. J'ai dit, tiens, ça c'est pas banal. Et donc j'ai commencé mon étude avec mon petit point HCC, et c'est là que je me suis aperçu que je ne vais travailler pour l'instant que sur la partie linéaire caractéristique, et plus tard, je ferai que le matériel travailler sur la partie horizontale, voir les différences propriétés. Bon, ce qu'on te propose, Jean-Yves, c'est pas trop d'approfondir ce côté technique qui est du mal à suivre à distance. Si tu peux résumer le tableau, les deux tableaux de conclusion. Oui, c'est compliqué par téléphone. J'ai fait 54 expériences. 54 expériences. C'est des expériences de calorimétrie, très simples, de calorimétrie très simple. Donc, un pot dans lequel j'ai mis de l'eau. Donc, j'ai fait des distances en comparant, en fait, un résonnateur, j'ai fait ça, avec une résistance, sous la forme de
temps, j'ai trouvé que suivant la fréquence, on avait toujours un meilleur rendement énergétique avec le résonateur qui était un surinifère, alors que le rendement énergétique avec le thermoconvecteur, il était toujours voisin de 200%. C'est-à-dire de 1 à 3. Voilà. Ce qui paraît normal pour une assistance, pour un temps. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, effectivement, le surrendement, cette surinité apparente qu'on voit, elle augmente quand la fréquence augmente. Je suis monté à des fréquences, je fais 2 petits fois F. Bon, j'ai fait des études, alors pour conforter mes expériences, j'ai fait des études statistiques en répétant 3 fois les essais comparatifs du thermoplongeur et du résonateur dans les mêmes conditions expérimentales. Donc il y avait de l'agitation, donc il y avait trop agité le base de chauffage tout le temps en continu, ou il faut agiter à la fin pour définir les températures. Et justement, c'est très intéressant parce que... Alors, ça coupe. C'est le micro. Ah, ça devrait être là. Hein. Jean-Yves, tu m'entends? Ouais, il y avait un souci de micro. On va pas trop, je pense que l'assistance a compris que tu as fait 54 expériences, que tu as comparé le thermoplongeur avec l'assistance du mât, que toutes les tests, quasiment tous, étaient surinifères pour la résistance du mât, et pas avec le thermoplongeur. Je pense que c'est la subscientifique moelle qu'on va retenir ce soir. C'est déjà bien. C'est bien. Il faut les arrêter. J'arrive, je suis pas là. Je passe le micro à Jean-Christophe. Merci Jean-Yves. Et puis alors, je tiens à te saluer et à applaudir ton travail besogneux et courageux et méritant. Alors, bon, c'est un petit peu la preuve qu'on a beaucoup bossé. On n'a pas dormi pendant des années. Et le travail qu'on a fourni, on l'a fourni pas pour nous, mais pour vous. Moi, j'ai pas gagné un roi avec ça, je cherche pas à en gagner, je m'en fous. Comme d'hab, j'ai mis mon livre en open source, donc vous pouvez le télécharger gratuitement, je m'en tape le cocotier et faire de l'argent. Et ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, qui ont bossé parce qu'on a envie de voir les choses changer. Je ne sais pas si vous ressentez ça, je pense que si, puisque vous êtes là, c'est un complétisme. Extrême droite, alors. On ne l'avait pas fait. À quand le satanisme? Ah non, c'est ça en face, merde. C'est l'équipe d'en face. C'est l'équipe d'en face. Donc on a beaucoup bossé, on a beaucoup travaillé sur cette question de l'énergie, parce que cette question de l'énergie, elle est cruciale pour nous tous. Si on ne trouve pas une solution avec ce qu'ils sont en train de nous préparer, on va être dépendant d'eux. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Parce que si on est dépendant d'eux, ils vont tout nous imposer comme ils l'ont fait pendant la crise du Covid. Ils vont nous confiner, confinement énergétique, parce qu'on consomme trop de carbone. Ils vont nous couper la carte bleue quand on voudra acheter des trucs carbonés au moment de l'achat. Mais c'est ça qui nous prépare. Donc, moi je suis arrivé à la conclusion qu'on pouvait différencier. C'est fini. Maintenant, depuis la crise du Covid, l'espèce humaine elle a divergé en deux plans. Et vous le constaterez dans les années qui vont venir, ça va être de plus en plus flagrant. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on apprenne à se passer de ça. Parce que moi, j'attends rien des industriels. Moi, j'avais besoin des industriels pour avoir des belles photos, pour avoir des preuves scientifiques et pour construire mon argumentaire. Mais j'en ai besoin pour vous, pas pour moi, ni pour eux. Pour que nous, on puisse recréer une micro-société sous forme de petite communauté alimentée par des réacteurs. Je ne sais pas, hein. C'est des idées que je balance comme ça. Mais il y a un moment, si on ne fait pas quelque chose, on va être à leur merci. Quand vous voyez l'énergie qui a été dépensée contre le salon dans la presse, dans le média, c'est la même qui a été dépensée contre moi. C'est pour ça que je me sens très proche des organisateurs de ce sommet et surtout je suis très admiratif d'Hélène qui a tout le bon dans la tempête. Ils lui ont fait des articles dégueulasses, ils l'ont sali comme pour rien. Ils ont été chercher des trucs sans queue ni tête.
Alors, la presse qui se livre à ça, un jour elle devra rendre des comptes avec ça. Parce que c'est pas Jean-Christophe Dumas qui va lui demander des comptes, il y a une bruyère, hein, c'est le peuple. C'est nous. Et je crois qu'il faut qu'on s'affranchisse aujourd'hui. Vous savez, il y a des scientifiques qui sont avec nous. Il n'y a pas que ces scientifiques médecins qui veulent nous injecter des saloperies dans les veines. Il y en a aussi qui sont bien. Et qui travaillent pour nous. Mais seulement ceux-là, ils se font lyncher. Moi, je vois comme ils ont fait avec moi, vous avez vu toute la revue de presse que j'ai. Ça m'a fait rire. Mais bon, c'est une façade. Parce que derrière, il y a des vrais salopards. Et ça ne repose sur rien. C'est juste gratuit. Et tôt ou tard, on va être à la merci de ces gens-là dans les années à venir. Et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie qu'on se libère. Voilà, je te passe la parole. Merci Jean-Christophe. Je pense qu'on va pouvoir passer un peu aux questions et réponses. Sur ce que tu disais juste avant sur les pressions et les influences. Moi, je me souviens, c'était en 2014, c'était au tout début de la vague, d'un coup de fil chez moi, un dimanche, c'était la fête des mères. Mon téléphone sonne, sur mon téléphone perso, et puis, oui, monsieur Pignon, une voix très mielleuse. Oui, monsieur Kilbé, pareil, comme ça, Kilbé. Oui, je vois ce qui se passe sur Internet. Hein. Vous savez, pas mettre n'importe quoi sur Internet, c'est dangereux, l'électricité, l'eau. Il ne faudrait pas qu'il arrive des choses à des personnes innocentes. Ah, je suis comme vous, hein, je suis vous. Moi, le gaz de schiste, à l'époque, il y avait le gaz de schiste. Moi, le gaz de schiste, c'est pas une solution. Mais bon, quand même, ces histoires-là, d'eau, d'électricité. Alors, je me suis un peu fâché. J'ai dit, écoutez, monsieur, vous n'êtes pas présenté. Je ne sais même pas comment vous avez eu mon téléphone personnel. Donc, je vous donne mon email, vous m'écrivez, puis on prendra rendez-vous. Je n'ai jamais reçu de mail. Donc c'est juste pour dire que oui, il y a des sujets qui fâchent, il y a des sujets qui dérangent, et je pense que Nikola Tesla, que je vous montrais tout à l'heure sa photo, bien sûr c'est un découvreur, inventeur, 700 brevets, mais quand j'ai écrit, et je le pense fort que Jean-Christophe est un enfant de Tesla, c'est pas que ses travaux soient dans la continuité de Tesla, c'est qu'ils sont dans le même esprit, l'esprit de vouloir ouvrir des vannes pour le bien de tous, et que la science soit au service de l'homme, et pas l'homme au service de la science et de l'économie. Donc, s'il y a des questions, bonsoir, bienvenue, c'est la fin, vous allez pouvoir participer aux questions et réponses. Le micro va se balader, et Jean-Christophe sera un plaisir de répondre, et moi-même. Pour ce qui est de nos amis Jean-Philippe et Jean-François, mon téléphone était à court de batterie, c'est pas l'eau. Ils vont s'imaginer que je leur ai tout excité alors que vous êtes témoin. S'il y a des questions, levez le doigt, on vous passe le micro, ou vous parlez bien fort. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le lien pour on peut fabriquer nous-mêmes ce truc dans le garage? Alors, il y a ici Stéphane. Tu veux prendre la parole, Stéphane? Oui, Stéphane. Oui. Mets-toi debout, tout le monde te voit. Oui, donc on a un stand F52 un peu plus loin, ou demain 58. Oui, F52. Bon, d'accord. Nous vendons des boules toutes faites, des boules en kit et des boules pas du tout en kit, selon votre budget. Et on est arrangeant, donc selon vos moyens. Le but c'est que ça, comme le dit Jean-Christophe et Pierre, le but c'est que vraiment ça se développe. Là, on a besoin que l'on soit tous des locomotives à notre niveau pour faire savoir cette technologie autour de nous. Et voilà, ne pas compter sur les médias et tous ces trous. Une question par rapport au brevet. Donc, tu as le brevet déposé. Est-ce qu'il y a eu des difficultés par rapport à ces brevets-là Alors oui, je vais m'exprimer là-dessus. Alors, le premier brevet que j'ai déposé, c'est en 2015. C'est pas moi qui ai déposé ce brevet, c'est la Sofipa qui a déposé ce brevet. Elle a déposé en 2015. Avant d'avoir l'obtention par l'INPI, ça a
en 4 ans et demi. Cherchez l'erreur. Et ils l'ont quand même donné. Et je suppose qu'ils l'ont donné dans un but de gel technologique, parce que depuis ces 4 ans et demi, Sofiva n'a rien fait de ce brevet. C'est Jean-François Ricois et ses partenaires scientifiques qui ont réussi à convaincre le phare de se lancer dans l'aventure. Mais sinon, moi je faisais l'objet d'un gel technologique. Est-ce que ça répond à la question? Oui, exactement. Une autre question? Oui, bon, ça marche ou pas? Non, si ça marche. Ça marche. Ah ben voilà. On avance pas. Donc moi j'avais entendu parler de vous il y a longtemps et j'avais téléchargé donc, le PDF avec c'est pour fabriquer la boule. Et en fait je ne l'ai jamais fait parce que c'est pas évident tout seul. Et donc ce que je voulais savoir. Voilà. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est si vous faites des ateliers ou des choses comme ça. Bon, après, peut-être dans la chemin directe, c'est encore plus simple. mais bon, ça m'intéressait de savoir. Bon, je suis entre ici et l'Isère, donc la pêche, ça fait 2. Donc, voilà. Bah, je vais vous répondre. Alors, des ateliers, on n'en fait plus. On n'en fait plus parce qu'au bout d'un moment, on en était de notre poche et du temps et c'était quand même une entreprise bénévole. Il faut savoir une chose, c'est que toutes les entreprises avec moi perdent des sous. Je ne sais pas gagner d'argent. Je suis désolé. C'est pour ça que je n'ai pas de musique. Non, donc à un moment, on a confié la délégation des ateliers à notre ami. Donc lui, il fabrique une fonction d'armée avec le moyen qui fait un travail très soigné. Il est en Ardèche? Oui, il est en Ardèche. Il sera là demain sur le stand. Oui, on a encore continué un peu les ateliers. Chacun pouvait monter un petit résonateur et tout simplifier. Après, il faut voir si on va l'expliquer. Moi, ce que je veux encore dire, c'est que c'est important de soutenir Jean-Christophe, où il en a vraiment beaucoup bavé ces dernières années. C'était dur. Heureusement, il y a des gens super avec du cœur qui le soutiennent. Et soyons nombreux à soutenir et essayons que ça avance. Moi, j'ai envie de ça. Excusez-moi. Stéphane, il stocke gracieusement toutes mes recherches. C'est-à-dire qu'il a des moteurs sur unitaires, en veux-tu, en voilà. Il a des. Qu'est-ce que tu as des prototypes de chaudières, il y en a partout. La question suivante, c'était vraiment où est-ce qu'on en est par rapport à la fabrication de quelque chose utilisable directement chez nous. Est-ce qu'il y a des modèles qui sont déjà développés et qui pourraient l'utiliser? Est-ce qu'on peut fabriquer l'électricité à partir de ça? Ça fait 3 questions. Je vais essayer. Ça, c'est pour s'en rendre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser directement nous par rapport à ça? Donc, en fait, votre question au sens large du terme, c'est sur les applications. Oui, alors je vais te donner le micro. Je vais peut-être faire entendre un son de cloche un peu différent, parce que nous sommes divers dans cette action. Moi, je vais juste vous dire, on est quand même sur quelque chose de novateur, sur lequel il y a besoin, on peut faire une boule. J'en ai une que récemment, le père de mon ami a fait fonctionner, c'est une curiosité, c'est intéressant. Quand on veut aller dans les applications, Stéphane dira ce qu'il veut, Jean-Christophe aussi. Je vais juste dire que le poêle à eau, il y en a quand même un qui a explosé, parce que il y a de l'hydrogène. Il y a une personne qui avait fait un plancher chauffant. Est-ce que c'est lié à ça? On n'a pas la certitude. Enfin, pour moi, le process, il faut qu'on en parle, il faut communiquer, et il faut que le secteur industriel s'en empare pour vraiment investiguer toutes les possibilités d'application possibles. Parce que faire chauffer votre eau pour boire votre thé avec une boucle de résonateur d'humain, vous avez vu quand même que ça détruit le métal. Donc votre eau, si vous la buvez, à moins que vous êtes en manque de fer, mais bon, il vaut mieux éviter, quoi. Vous l'avez,
rapport à ça, je suis très prudent. C'est tout. Que chacun fasse des essais, des expérimentations, ok, mais de là à équiper sa maison, chauffer son eau le matin ou sa piscine. Alors c'est mon point de vue, je le partage avec moi-même. D'autres peuvent avoir d'autres points de vue. Alors, pour être franc, il n'y a jamais personne qui s'est blessé avec ça. Personne. Il n'y a aucun accident réel. Oui, effectivement, on a vu un truc dans un poêle à eau une fois, mais on ne sait pas ce qu'il avait mis dedans comme peinture aussi. Parce qu'il n'avait pas l'intérieur, donc ça avait des vapeurs de peinture. Alors, moi, je n'ai pas le temps d'investiguer sur tout ça. Et les industriels n'ont rien trouvé de particulièrement problématique. Ils sont en train de présenter actuellement un circuit de purification d'eau en interne pour une usine, basé sur ce principe. Ils n'ont eu aucun problème. Donc oui, il peut y avoir des problèmes, je ne dis pas que c'est infaillible, mais par contre, c'est quand même aux industriels de sécuriser le truc. C'est quand même à eux de le faire. Nous, c'est sûr que si on bricole chez nous, on va réussir à fabriquer des chauffages. On peut éventuellement fabriquer un générateur électrique. C'est un petit peu ce que je mets dans mon livre. D'ailleurs, quand on bouclant avec une turbine à vapeur, faire une petite vapeur avec un 9x10, mettre une turbine à vapeur, et tout ça, ça coûte une blinde en recherche et développement. Moi, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qui m'a arrêté, c'est l'argent. Comme les autres formes. Ça dégageait plus d'énergie calorifique et thermique que ça n'en consommait. Or ça, la thermodynamique, c'est pas possible, c'est impossible. Mais impossible n'est pas cosmique. Alors, je tout le monde parle de surinité. Moi, je ne pense pas que ce soit de la surinité. Je pense simplement que c'est une réaction dans l'eau, comme on l'a montré avec la crevette pistolet, et elle utilise l'eau comme carburant. En fait, il y a un phénomène d'effondrement du vide sur lui-même. Dans le vide, il y a des choses qui se passent comme nulle part ailleurs. Et c'est un petit peu mon axe de recherche et développement principal, c'est d'explorer la direction de l'énergie du vide. L'énergie 2.0, certains d'entre vous en ont parlé déjà. Et je pense réellement qu'on peut extraire des quantités infinies d'énergie 2.0 en utilisant un process dans l'eau. Mais c'est une réaction. On ne viole pas les premières lois de la thermodynamique. C'est-à-dire on utilise l'eau comme carburant, pour résumer. La réaction, elle est générée par une légère consommation de molécules. C'est ça qui vous donne cette surinité en fait. Parce qu'elle est rendue possible, dès que l'eau est consommée, ça fait du vide. Et à ce moment-là, le vide s'effondre. C'est là où vous avez c'est plus la 4000 degrés, ça va très très vite. C'est un phénomène qui se passe extrêmement rapidement, en 2 secondes. Alors, pour compléter, c'est la fusion froide. Voilà, c'est de là qu'on... La fusion chaude, qu'on dépense des milliards pour la recréer, qu'un découvreur en échoua dit mais non, parce que son embauche et tout, on peut créer des bulles de l'énergie du soleil. Forcément. Vous êtes fous, mais c'est pas possible, on dépense des milliards pour créer la fusion chaude qui pose des tas de problèmes technologiques. Là, ça serait simple. Alors, parmi les savants qui ont été interpellés, il y a Jean-Paul Puderian, on peut le citer. Jean-François Ricoy a eu une trentaine d'heures d'échange avec lui, qui est un grand spécialiste de la fusion froide, mais bizarrement, il n'a jamais voulu se livrer au test auquel s'est livré Jean-Yves Colbeck. C'est-à-dire de comparer une résistance classique et la coupe du bas. Il n'a jamais voulu le faire. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Oui. Alors moi, je voudrais vous poser un cas de figure. Vous vous trouvez dans un lieu où vous n'avez pas d'électricité, pas d'eau, et vous avez la coupe du bas. Qu'est-ce que vous faites avec? Si vous n'avez pas d'électricité et pas d'eau, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, s'il y a du soleil, vous pouvez mettre des panneaux photovoltaïques et vous aurez de l'électricité. Et s'il pleut, là où vous êtes, vous récoltez le pluie et vous pourrez finir par générer quelque chose. En fait, le but, c'est de créer une réaction. C'est de créer une réaction. Quand vous avez une centrale nucléaire, vous créez une réaction de fission. Donc, moi, ce que je vous parle, c'est de créer une centrale à cavitation. Ce n'est pas à l'échelon individuel que ça va se passer. Si on avait, par exemple, le projet de recréer des micro-communautés alimentées par l'énergie libre, on pourrait alimenter 7, 8, 9, 10 maisons de vie. Tout l'intérêt, il est là. Et en électricité, et en eau chaude. Et éventuellement détruire les polluants chimiques. Parce que ça a la propriété de détruire à peu près tous les polluants. Mais en individuel, en fait, on ne peut pas s'en servir.
Enfin, Si, vous pouvez vous en servir pour faire un chauffage. Mais vous allez avoir besoin d'électricité pour amorcer la réaction et d'eau pour l'entretenir. et si j'utilise un groupe électrogène? Ah oui, ça marchera, mais c'est l'électricité que vous allez faire le système. Ouais, mais bon, pour faire fonctionner plusieurs autres trucs électriques. C'est pas, ce que je vais vous expliquer, c'est que en fait, je fais pas de la magie. J'essaye simplement d'amorcer l'idée de la centrale du futur. Voilà, d'accord. C'est votre lancer votre imagination et de faire un générateur individuel ou pour des petites collectivités, c'est aussi dans mes projets. Mais pour ça, c'est de la recherche et développement. C'est beaucoup d'argent. Merci. Avec du coup la boule que vous avez sur le stand, est-ce que vous savez quel volume d'eau on peut chauffer fonctionnellement? Un ballon d'eau chaude de 1000 litres, peut chauffer ça bien sûr, avec une seule boule. 1 mètre cube. Ça prendra 2h30. Voilà. On aura 2h30, 3h, ça va dépendre de l'électricité que vous injectez dans le système et de la conductivité de l'eau. Parce que plus l'eau est conductrice, en fait, plus le système fonctionne vite. Il faut que le courant passe très très vite. C'est pour ça qu'on l'accélère avec des générateurs de fréquence, en fait, c'est pour améliorer la rendement, ça donne un rythme plus élevé. Est-ce que, on va dire, la fréquence de la conscience de la personne qui l'utilise a une action sur le phénomène? J'en ai strictement aucune idée. Je ne sais pas. Alors, cette question est digne d'intérêt parce que Antoine Forest, que l'on voyait tout à l'heure, soutenait que bizarrement, une boule était surunitaire par moment, d'une manière évidente, et à d'autres moments, pas. Et il ne comprenait pas pourquoi. Et Jean-François Ripois, qui parlait tout à l'heure, a une vision statistique où il dit oui, il semblerait qu'il y ait des paramètres, on ne sait pas lesquels, ça peut être la conscience, ça peut être autre chose, qui fassent qu'il y a des moments ça l'est, des moments ça l'est pas. Et d'ailleurs, petite observation, parce qu'il y a un industriel que j'ai rencontré, qui est un des acteurs protagonistes de cette affaire, que je ne donnerai pas son nom, oui, excusez-moi, je ne donnerai pas son nom, avec qui j'ai mangé un repas délicieux, quand même, qui me disait, oui, mais vous savez, monsieur Tourouble, cette histoire du coq, x2, x3, c'est x7, il m'avait dit, c'est vrai, mais un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Alors vous comprenez, c'est beau. Il y a une centaine de chercheurs dans le monde qui travaillent là-dessus en ce moment, mais vous savez, voilà, pour l'instant, on n'a pas trouvé l'explication. Alors d'abord, une centaine de chercheurs qui travaillent là-dessus, dans le monde, comment se fait-il qu'on n'est pas au courant? C'est quand même étonnant. Et deuxième chose, mais ça va, ça vient, c'est comme les marées, quoi. Qu'est-ce qui empêche que quand ça monte, on prend l'énergie, et quand il n'y a pas, on attend, qu'on attend que ça revienne, et puis au bout du bout, la marée revient, on est en surunité, il suffit de... Donc bref, ça m'a laissé pantois, cette remarque de cet industriel, et en tout cas, ça m'a montré qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et que je pense qu'ils savent, et qu'ils savent très bien, et qu'ils gardent ça pour l'avenir. Parce que pour l'instant, on est dans une société où les pollutions d'aujourd'hui sont les profits de demain, et que quand vraiment on aura bu, comme disait Jean-Christophe, jusqu'à la dernière goutte des énergies fossiles, ils sortiront de leur chapeau magique d'autres solutions, ils les ont. Mais leur heure n'est pas encore venue, je crois. Moi, je voulais savoir si on pouvait utiliser de l'eau salée. Oui. Mais alors, dans l'eau salée, ça prend. L'effet multiplié par deux. Il faut avoir une alimentation électrique qui soit dimensionnée pour ça, parce que l'effet physique est multiplié par deux. Dans l'eau salée, on a essayé. On a tenu avec une installation électronique des timers de puissance qu'on a utilisés pour contrôler les flux. On a tenu 30 secondes dans l'eau salée. Mais par contre, j'ai trouvé la solution. Si je change la géométrie, que j'écarte les électrodes, on aura plus de résistance interne des matériaux, donc ça disjonctera plus. Mais il faut refaçonner la bouffe pour la faire fonctionner dans le salon. Et le branchement avec un panneau solaire? Oui, ça marche. J'ai fait pour Stéphane un petit chauffage qui fonctionne avec un panneau solaire pour habitation légère en céramique. Quelle puissance le panneau? 100 watts. Mon chauffage il consomme 100 watts. Et ça vous met un petit truc de céramique à environ 90 volts. Pour chauffer une habitation légère, je trouve que c'était bien. J'avais vu sur une vidéo, si je ne dépends pas les propos, tu parlais que si on mettait ça dans des piscines olympiques, on pourrait alimenter des petites villes.
piscine dans laquelle on immerge des parts d'uranium, on crée une réaction de fission et on alimente toute la ville en compagnie des génératrices avec de la vapeur argent. Ce qui veut dire qu'on pourrait alimenter. Bien sûr, je le mets dans mon livre. Ah ouais. Je mets même en détail comment reconfigurer une centrale nucléaire. C'est l'éco-terrorisme. C'est ça, ouais. J'adore le. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si l'hélium déminéralisé, ça marche pas du tout. Si ça marche, il l'a expliqué tout à l'heure. Toutes les expériences de Dolbeck sont de l'eau déminéralisée. Les scientifiques refusent d'utiliser autre chose parce que certains éléments chimiques peuvent créer des perturbations dans les résultats. Bien. Alors, Oui. cette découverte date d'il y a un petit moment, elle avait été présentée il y a 9 ans maintenant. Oui, bien sûr. En Ardèche, elle a été présentée au public. Il n'y a pas eu d'approche d'industriel, il n'y a pas Si, eu... on l'a évoqué. Il y a eu des entreprises qui ont, par la petite porte, pointé le bout de leur nez et qui ont récupéré cette technologie en changeant de nom et en parlant de résistance ohmique de l'eau plutôt que d'effet Luma. Pour que ça soit politiquement correct. Voilà, et puis qui n'évoque pas de manière frontale la surunité, parce que ça comme je dis, c'est le diable dans le couvent. La surunité va des rétro. Alors que moi je pense que quand on parle de fusion chaude, on est bien dans un concept qui s'en rapproche, que la fusion froide aussi, que la crevette pistolet elle est dans quelque chose qui confie à la surunité. Et la surunité, même de l'effet Casimir, elle est expliquée scientifiquement. Et ce que dit Jean-Christophe a des explications tout à fait scientifiques. Et ce sont bien ces sociétés-là qui ont déposé les 4 brevets. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. On est d'accord, on est tous sur Internet. Alors, moi je ne les cite pas parce que j'ai pas les moyens de soutenir une bagarre avec eux. Par contre, vous trouverez leur nom sur le site de l'INPI et sur la page Facebook de l'effet Dumas. Qui relaye donc je ne dis pas. Mais eux-mêmes ont développé des produits qu'on peut trouver. Ils ont développé des produits de recyclage de l'eau en entreprise. Donc ils arrivent à avoir des circuits d'eau où ils ne rejettent plus dans les égouts de la ville. Du coup, sécurisé. Complètement sécurisé, ils obtiennent de l'eau pure et ils retraitent tout. Il faut savoir qu'une des 2 entreprises que Jean-Christophe a citées a déposé un brevet de France qui porte sur 1800 applications en 2011. Ouais, 2000 quasiment. Applications, c'est-à-dire, moi au départ j'étais très sceptique parce que c'est tellement simple comme procédé qu'aller déposer un brevet sur un fil à couper le beurre. On peut dire oui, mais c'est du crin de cheval ou que c'est bon, ok. Mais par contre, c'est vrai que sur les applications, là oui, ils peuvent dire non, mais nous, voilà, on permet de séparer le pétrole de l'eau, on permet. Et donc, dans tout le catalogue des applications, c'est comme ça que ces sociétés qui ont déposé chacune un brevet se retrouvent à devoir discuter autour de la table pour s'entendre et créer éventuellement un consortium, tout en oubliant Jean-François Roubin, Jean-Yves Dalbec et Jean-Philippe Dumas. Mais c'est surtout que si on dépose des brevets et qu'on n'en fait rien derrière, à part quelques... Ça s'appelle du gel technologique. Ça s'appelle du gel. Oui, c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, alors qu'avec qu'avec la vapeur... Ah oui, moi j'ai souvenir quand j'étais jeune qu'on parlait des trains à vapeur, etc. On peut faire beaucoup de choses avec la vapeur d'eau. Tout à fait, oui. Une centrale atomique. Il faut savoir une chose, la cellule scientifique de la DCRI surveille en premier les gens qui travaillent dans le nucléaire et les gens qui travaillent dans la vapeur d'eau. Vas-y, répète. La DCRI, c'est-à-dire la... C'est pas secret. Je peux, donc la DCRI surveille en premier les gens qui travaillent sur le nucléaire et les gens qui travaillent sur la vapeur d'eau. Je ne sais pas pourquoi c'est le temps. Donc dans tout milieu scientifique qui travaille là-dessus, il y a l'aider de l'État français. Et on en a la preuve. Bien, écoutez, si vous souhaitez prolonger, on peut discuter autour d'un verre dehors. Je voudrais juste vous signaler un verre d'eau, oui, qu'il y a un livre qui est en souscription et que si vous vous souscrivez, vous soutenez la cause.
et vous économiserez 6-7 euros, les frais de port seront offerts. Un livre qui relate tout ce qui s'est passé pendant ces 9 ans. Et il y a également le petit livre que j'évoquais tout à l'heure, que je vous ai mis en extrait, qui est là, il faut voir avec Marilyn. Au fond, Marilyn lève la main pour le refaire. Voilà, c'est... oui. J'ai entendu parler d'un système en Afrique du Sud, un gars qui s'appelle Michael Tellinger, qui proposait un modèle tel que pour les communautés. Alors, il parlait d'énergie libre, je n'ai jamais vérifié ce que c'était, mais ça parlait exactement de ce modèle économique. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à vendre ou à donner leur technologie, du moment que ce soit une communauté qui signe un contrat, que ça reste quelque chose de public. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut faire des choses, monter des systèmes comme ça en France? C'est peut-être ce qu'on va essayer de faire. On va essayer, il faut le faire en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On est là ce soir. C'est ça. Mais moi aussi. Voilà. Mais moi aussi. En fait, essayer, on fait que donner de l'énergie à l'essai. Donc après, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ouais, mais en science, l'essai est un peu commun. En science, l'essai est un peu commun. On est obligé à un moment de faire des essais. J'entends bien, mais là l'idée de développer cette technologie, il y a plein de choses. On peut aider financièrement. Après, je ne sais pas comment on va mettre ça en place. Alors moi, j'ai toujours une politique depuis le début, c'est je ne demande d'argent à personne. Mais on n'a pas dit qu'elle demandait. Non, mais je plaisir. Le seul argent que j'ai accepté dans cette histoire, c'est l'argent des fiches de paie de salariés de Sophie Énergie en recherche et développement. C'est le seul argent que j'ai reçu. Et je suis très content, c'était pas très bien payé. Mais... En tout cas, ça peut donner de l'espoir aussi, parce que c'est le plus important, c'est surtout ça va venir. Il y a beaucoup de collectifs qui se développent et ils sont justement dans une conscience alternative. Et je suis en train de me battre justement pour arriver au financement d'une communauté. Je suis en relation avec deux communautés, je ne les citerai pas parce que je n'ai pas envie qu'ils soient embêtés. Et je suis impliqué avec deux communautés où on a ce type de projet. Et de toute façon, on ne pourra plus vivre dans cette société. On est en train d'être éjecté ou de se séparer. On le prend comme on veut. Hein. Après, il y a ceux qui ont envie de vivre dans des smart cities, de manger des insectes et de lire le soir. Ça les regarde. Et moi, je parle le soir. Donc, moi, je vais tout faire pour vous développer un truc. Mais après, je ne suis pas magicien. Sans argent, je ne peux pas avancer. Et mon éthique m'interdit d'en demander aux gens. Donc, je vais faire cracher pour la accepte. Et je vais arriver à il accepte les deux. Ça peut être une association, ça peut être une association. Non, c'est aux industriels de financer ça. Et ils sont coincés, ils sont obligés de le faire parce qu'ils ont mis tellement d'argent sur la table dans cette histoire qu'ils vont arriver à quelque chose. J'entends bien, mais justement, la question c'est où est-ce que je mets mon énergie? Par l'énergie là. Si on est en train de se dire c'est aux industriels de le faire et qu'on fait que ça, on met cette énergie dans cet endroit-là, tu vas forcer, tu vas ouvrir à autre chose en fait. Non, ton énergie, tu peux la mettre en part. C'est-à-dire, en disant aux gens, bon, il y a peut-être un moyen de faire autrement, et puis un jour, tu tombes sur la bonne personne, celui qui a un bon mindset. Et ça part d'un coup. Comme aux États-Unis, tu sais, Metallica, ils ont fait je ne sais pas combien de maisons de disques avant d'en trouver une. Donc il y a un moment aussi, je sais que vous êtes tous impatients parce que tout le monde souffre dans la vie quotidienne. Et ce qui arrive à la souffrance, c'est les innovations. Mais moi, je ne suis pas en train de parler d'impatience, hein. Je suis juste en train de te dire que là, il y a des gens qui ça se trouve sont prêts à investir là-dedans et que on n'est pas des industriels, mais je veux dire, il y a des choses qui peuvent se faire. Puis je suis pas insulté, en ce moment. C'est pas moi qui tiens le gouvernement du truc, c'est deux boîtes qui sont en train de... Je suis en cours de négociation avec eux. Je vais obtenir un certain nombre de choses, parce qu'ils ne pourront pas faire autrement. Et de là, je vais lancer ce projet d'habitation. Et je le lancerai équipé avec un système énergie libre. Par contre, là, ça va me prendre un peu de temps et beaucoup de travail. Oui, ça rejoint un peu sur les questions qu'il y a eu. Alors, les industriels, ça veut dire qu'ils font un geste. Oui. Mais là, du coup, finalement, il y aurait deux industriels qui. Ils se sont rendus compte au bout de 9 ans que ça allait coûter très cher. Et
installe des éoliennes à 1 million d'euros. Donc il n'a pas intérêt à avoir un truc qui rend ses éoliennes obsolètes. Et ça, j'ai mis un peu de temps à comprendre, parce que j'étais un grand naïf. Terroriste écologique. Ils avancent et ils commencent à travailler un peu sur... Alors là, ils se posent la question de savoir comment ils allaient pouvoir récupérer leur source, surtout depuis qu'on leur a mis sur le nez des rendements x10. C'est pour ça qu'ils ont éjecté nos deux avis scientifiques, en fait. C'est s'imaginer se dissocier de l'effet d'humain et s'approprier la découverte. Le problème, c'est que les hommes sont les hommes, et la nature humaine est la nature humaine, et ça, je peux rien y faire. Moi, je peux que changer la mienne, mais pas celle des autres. Et ces gens-là, c'est des rapaces, et tant qu'on aura affaire à des rapaces, ça va être très compliqué. Par contre, on n'a jamais arrivé à succès. En fait, ça avance potentiellement dans Ouais, ça avance. Et nous, qui ne sommes pas des industriels, justement, qu'est-ce qu'on peut faire autre que Alors, en parler un maximum, pensez à cette idée de communauté, pensez à cette idée de sortir de la villa, parce qu'à un moment, il faudra juste faire autrement. C'est pas quand ils nous mettront le pistolet sur la tempe avec un pass vaccinal ou un pass carbone qu'il faudra dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour vivre. Il n'y aura pas de solution individuelle. Individuellement, on ne peut rien faire. Par contre, si on arrive à unir nos énergies et nos compétences, on peut faire quelque chose de grandiose. Et pour ça, ça passe par échapper au système avec des petites communautés qui communiquent les unes avec les autres, qui sont discrètes. Et peut-être on va essayer de les alimenter avec les mains. On va essayer de faire ça. Merci à vous.